Pourrait-on vraiment traverser un chenil silencieux, un soir de réveillon à New York, et ignorer un chiot qui a cessé de pleurer simplement parce que personne n'a jamais répondu à son appel? Quand j'ai aperçu ce berger allemand noir, à peine 2 mois, recroquevillé dans un refuge de Brooklyn, il ne faisait pas comme les autres. Pas de jappement, pas de gémissement, rien. Juste ce regard fixe, braqué sur la porte, comme s'il attendait encore la seule personne qui lui avait un jour promis de revenir. Dehors, le quartier grondait. Klaxons impatients, musique de Noël qui s'échappait de vieux haut-parleurs, passants pressés, les bras chargés de sacs brillants. Mais à l'intérieur du refuge municipal, c'était un autre monde. Un monde de béton froid, d'odeurs de désinfectants et du ronronnement fatigué des radiateurs qui tentaient de repousser le gel qui s'infiltrait par les murs. J'avais accepté de remplacer un bénévole pour la période des fêtes, pensant que ce serait simple. Entrer, aider quelques chiens, repartir. Une faveur que l'on accepte un peu trop vite. Mais dès que j'ai mis le pied dans l'allée principale des kennels, la réalité m'a frappé comme une vague. Chaque cage semblait exploser en même temps. Des pattes qui frappaient les barreaux, des griffes qui crissaient, des aboiements qui montaient comme des sirènes, des plaintes aiguës, chacun essayant de couvrir l'autre pour exister un peu plus fort. Beaucoup de gens se figent lors de leur première visite. Moi aussi autrefois. Avec le temps, on apprend à respirer malgré le chaos, à voir les visages au milieu du bruit. Mais ce jour-là, mes yeux ont été attirés vers un endroit où il n'y avait aucun son. Mais avant de continuer dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Tout au fond de l'allée, à moitié avalée par l'ombre, se trouvait une petite silhouette noire, blottie contre l'angle le plus froid de son enclos. Pas de bondissement, pas de griffure, pas même un mouvement de tête. Seulement ce tremblement discret qui trahissait un cœur trop jeune pour comprendre l'abandon. Ses oreilles légèrement rabattues, ses yeux fixés sur la porte d'entrée comme si le monde entier se réduisait à cet unique battant. Sa gamelle était encore pleine, son bol d'eau intact. Même lorsque je me suis agenouillé devant lui et que j'ai soufflé un faible « Hey petit gars », il n'a pas avancé d'un centimètre. Il continuait de regarder au-delà de moi, vers l'endroit où quelqu'un aurait dû apparaître depuis longtemps déjà. Je me suis rapproché lentement, mes doigts se posant contre les barreaux glacés. Autour de nous, les chiens redoublaient de vacarme, excités de voir un humain leur accorder ne serait-ce qu'un instant. Et dans ce déluge sonore, le chiot noir a finalement laissé échapper un minuscule cri, presque un soupir cassé. Pas assez fort pour rivaliser avec qui que ce soit. Juste assez pour ressembler à un dernier appel, celui lancé quand on a déjà accepté que personne ne viendra. Ce son m'a transpercé plus que n'importe quel aboiement, le genre de bruit qui continue de résonner dans votre tête des heures après, quand tout est enfin redevenu silencieux. Je n'étais pas venu ici pour célébrer Noël. Pour être honnête, cette période n'a plus vraiment de sens pour moi depuis quelques années. Trop de salles bruyantes, trop de gens qui prétendent aller bien parce qu'il y a des guirlandes accrochées au mur. Ici, au moins, je savais à quoi m'attendre. Quand j'étais enfant, nous avions un berger allemand. Elle attendait mon père chaque soir devant la porte. Et quand il tardait trop, elle poussait un petit gémissement étouffé dans la fente du seuil. À l'époque, je pensais que c'était le son le plus triste du monde. En voyant ce chiot, j'ai compris que je m'étais trompé. Une employée est passée avec une serpillière et a hoché la tête vers sa cage. « Celui-là n'aboie presque jamais », a-t-elle chuchoté. Quand on éteint les lumières, il laisse échapper de petits murmures, comme s'il parlait à quelqu'un qui n'est plus là. Puis elle est repartie, laissant le silence retomber autour de lui. Un silence qui avait plus de poids que tout le reste. Chaque fois que la lourde porte d'entrée s'ouvrait, le chiot réagissait instantanément. Ses oreilles se relevaient, son regard s'affûtait, son torse se redressait. Mais il ne bondissait jamais vers l'avant. Il restait droit, immobile, comme s'il recherchait une démarche précise, celle qu'il connaissait, celle qu'on lui avait prise. Et à chaque fois que ce n'était pas la bonne personne, ses épaules retombaient et il se repliait dans son coin, avalé par la peur. C'est là que j'ai remarqué le chien dans la cage voisine. Un vieux compagnon, museau grisonnant, yeux voilés mais encore vivant. Il était recroquevillé contre la paroi séparatrice, si proche du chiot qu'on aurait presque dit qu'ils partageaient la même respiration. Ils ne se touchaient pas vraiment. Mais l'espace entre eux semblait plus mince que le métal qui les séparait. Je me suis dit que je devais avancer, faire le tour des autres enclos comme un bénévole responsable. Alors j'ai pris une inspiration, me suis redressé, puis me suis retourné une dernière fois.
et j'ai vu le chiot attraper du bout du museau l'un des coins de sa mince couverture et la tirer doucement jusqu'à la paroi qui le séparait du vieux chien, comme s'il essayait de lui offrir un morceau de chaleur. Les jours suivants ont glissé avec cette lenteur typique des lieux éclairés au néon. Le grand calendrier, près du bureau, affichait encore 22 décembre, en rouge, puis 23. Les familles défilaient malgré le froid. Manteaux gonflés, café brûlant entre les mains, enfants collés aux parois vitrées des couloirs. Les chiots beiges aux colliers neufs étaient adoptés en premier, emportés comme des cadeaux ouverts de trop tôt. À chaque nouveau pas dans sa direction, le chiot noir levait la tête. Quand c'étaient des enfants, ses oreilles se pointaient un peu plus, son regard suivait leurs mouvements comme un souvenir lointain d'un jeu jamais terminé. Mais il restait calme, presque fier. Pas de bonds, pas de cris, comme si quelqu'un lui avait un jour appris que les bons chiens attendent, même lorsque cela n'a plus aucun sens. Un petit garçon en manteau vert s'est arrêté devant lui un moment, fasciné. Le chiot l'a regardé droit dans les yeux, digne, immobile. Puis le père a tiré la manche de l'enfant. Un berger allemand, ça devient trop grand. On veut quelque chose de facile, a dit l'homme sans même baisser la voix. Ils sont partis adopter un petit chien tournoyant comme un fou. Et le chiot noir, lui, a reposé ses yeux vers la porte d'entrée. Plus tard, pendant que je remplissais des seaux, une employée s'est penchée vers moi pour éviter que les visiteurs entendent « On est au-delà du maximum. Après les fêtes, certains seront déplacés. » Elle n'a pas précisé où. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ce soir-là, je suis resté bien plus tard que prévu, balayant machinalement pour retarder l'instant où je devrais repartir. Quand le refuge s'est calmé, que les aboiements se sont transformés en respiration lourde, j'ai entendu un son fragile au bout de l'allée. Un gémissement tremblant venant du chiot noir. Il dormait, mais ses pattes remuaient doucement, et sa bouche entr'ouverte laissait passer des notes brisées, comme s'il répétait un nom qu'il avait peur d'oublier. Certains chiens hurlent pour survivre. Lui, il obligeait à s'approcher, à écouter, à comprendre. Au fil des jours, je me suis surpris à marcher directement vers son enclos en entrant, comme si un fil invisible m'y tirait. Je m'accroupissais devant les barreaux et lui parlais d'une voix basse, la même qu'on utilise pour quelqu'un qui somnole dans un train et qu'on ne veut pas brusquer. Je lui racontais comment les rues de Brooklyn étaient recouvertes de guirlandes, comment certains trottoirs luisaient sous les lumières malgré l'absence de neige véritable. Je lui décrivais des vitrines qu'il ne verrait sans doute jamais, des foraines en plastique, des Pères Noël gonflables, des enfants tirant leurs parents vers les magasins de jouets. Il m'écoutait comme seuls les chiots terrifiés savent écouter. Yeux grands ouverts, souffle suspendu, chaque mot accroché à l'idée fragile que quelque chose pourrait enfin changer. Un après-midi, le vacarme des cages est monté d'un coup, brusque et strident, comme si une étincelle avait traversé toute l'allée. J'ai sorti mon téléphone pour offrir à mon cerveau autre chose à tenir que cette tempête. J'ai lancé une vieille playlist de Noël, le son si bas qu'il se dissolvait presque dans le ronronnement des chauffages. Et c'est lorsque la chanteuse a murmuré « I'll be home for Christmas » que j'ai vu les oreilles du chiot frémir. Puis, pour la première fois, il s'est levé de lui-même, pas en bondissant, pas en paniquant, juste en avançant un pas, hésitant mais volontaire. Il a posé une petite patte contre le métal comme pour vérifier que j'étais réel, que ce moment l'était aussi. Ses yeux se sont ancrés aux miens, profonds, silencieux, remplis d'une seule question. Est-ce que j'aurai, moi aussi, quelqu'un, ou est-ce que tout s'arrête ici? Une employée a remarqué que je restais planté là. Elle m'a tendu sa fiche d'admission à travers les barreaux. Abandon volontaire, indiquait le papier. Raison personnelle. Le nom de l'ancien propriétaire avait été soigneusement masqué au marqueur. Âge estimé, 2 mois. Non, aucun. Un simple tiret. Devant ce vide, j'ai senti quelque chose se resserrer dans ma poitrine. Petit, ai-je murmuré. Qu'est-ce que tu as souhaité pour Noël? Comme s'il avait entendu, le vieux chien du box voisin a alors levé sa tête grise. Il s'est approché du bord arrière de sa cage et a glissé son museau contre la paroi, juste à l'endroit où le chiot posait sa patte. Une scène simple, presque invisible pour ceux qui n'y prêtent pas attention, mais assez forte pour me couper le souffle. C'était comme regarder un fil tendu entre 2 âmes cabossées, l'une trop âgée pour se battre encore, l'autre trop jeune pour comprendre pourquoi le monde avait déjà perdu pied. En les observant, un détail a fini par se frayer un chemin dans ma conscience. Le chiot ne s'accrochait pas aux humains comme les autres. Ce qu'il craignait,
ce n'était pas de rester seul dans un refuge, mais d'en sortir sans celui qui lui servait encore de repère, même séparé par du métal. Les jours suivants, cette intuition s'est confirmée. Chaque fois que je m'approchais, le vieux chien se mettait lentement debout, traînant sa couverture élimée par l'une de ses extrémités. Il l'étirait péniblement jusqu'à la grille qui séparait leurs deux mondes, comme s'il voulait tendre sa chaleur jusqu'à l'autre cage. Et systématiquement, le chiot répondait à sa manière. Il ne me sautait jamais dessus, il ne réclamait pas de caresses. La plupart du temps, il se couchait contre le mur qui le séparait du vieux compagnon, le flanc bien appuyé, comme pour se rappeler qu'il n'était pas entièrement seul. Un après-midi, une technicienne m'a surpris en pleine contemplation. Elle m'a offert ce sourire éreinté typique des gens qui ont vu trop d'histoires commencer et trop peu aboutir. Ils sont arrivés ensemble, tu sais, m'a-t-elle dit. Même camion, même famille, on les a séparés à l'arrivée parce qu'ils n'ont pas les mêmes chances d'adoption. Elle a ensuite ajouté, avec un soupir que seule l'expérience peut façonner. Le petit a hurlé pendant 2 nuits entières quand on les a mis dans des cages différentes. Et puis un matin, n'a plus rien. D'un coup, il est devenu silencieux, comme s'il avait compris que pleurer ne changerait rien. Ces mots me tournaient encore dans la tête quand j'ai vu le chiot ce soir-là repositionner soigneusement sa couverture contre la paroi commune avant de s'allonger, laissant juste la pointe de sa queue toucher le métal, comme s'il tentait de construire un pont avec les moyens du bord. Le 23 décembre, au soir, l'air du couloir semblait plus lourd qu'à l'habitude. Les employés étaient regroupés autour du grand tableau blanc, discutant des arrivées, des départs, des animaux en trop. Chacun parlait bas, mais la pièce vibrait d'une tension difficile à ignorer. Je changeais l'eau dans les gamelles lorsqu'une phrase, prononcée distraitement, m'a glacé. Le petit du fond sera plus facile à placer après Noël. Si quelqu'un le prend demain, au moins le vieux aura un peu plus d'espace. L'espace. Ce mot-là a heurté quelque chose en moi, parce que soudain, avoir plus d'espace ressemblait à avoir moins de temps. J'ai levé les yeux vers leur allée, le chiot était recroquevillé dans son coin, les oreilles tendues vers l'entrée. Le vieux, lui, dormait lourdement, sa respiration irrégulière, et j'ai compris quelque chose d'inattendu. Je n'avais pas peur qu'ils ne soient pas adoptés. J'avais peur qu'on brise ce qu'ils étaient encore l'un pour l'autre. Je n'étais pas venu pour adopter. Je vis seul dans un petit appartement où la moindre nuisance sonore déclenche une plainte du voisinage. Et un chiot berger allemand, c'est comme accueillir un ouragan bien élevé. Nourriture, vétérinaire, éducation, longue promenade en pleine neige. Rien de compatible avec ma vie actuelle. Je voyais défiler dans ma tête une liste interminable de raisons raisonnables, sages, logiques, toutes me répétant de ne pas faire ce que mon cœur commençait dangereusement à envisager. Mais parfois, les raisons raisonnables n'ont aucune chance face à un chiot qui tente de ne pas abandonner un vieux chien. Sans trop savoir comment, je me suis retrouvé devant le bureau d'adoption, un formulaire dans les mains. Mes doigts tremblaient un peu lorsque j'ai signé. J'essayais encore de me convaincre que ce serait juste un foster temporaire, une sorte de prêt affectif pour les fêtes. Un toit chaud, 2 repas, un peu de répit, rien d'engageant, sauf que lorsque j'ai levé les yeux, quelque chose avait déjà changé dans le couloir. Le chiot n'était plus au fond de son enclos. Il était debout, juste contre les barreaux, le corps vibrant d'un espoir presque douloureux. Mais ce n'est pas moi qu'il regardait. Son regard pointait vers l'autre cage, celle du vieux, comme si adopter l'un n'avait de sens que si l'autre suivait. Et c'est à cet instant que le véritable dilemme a commencé. Le matin du 24 décembre, à Brooklyn, a cette manière particulière de rendre la ville méconnaissable. Même les rues, qui d'habitude grondent sous les pas des travailleurs, semblaient engourdies, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Une fine couche de neige accrochée au pare-brise, quelques bus presque vides, des silhouettes collées à leurs gobelets de café, comme si la chaleur du carton était la seule chose qui tenait leurs pensées en place. Je regardais les immeubles défiler derrière la buée de la vitre, tentant de ne pas trop réfléchir à ce que j'étais en train de faire. Adopter un chiot berger allemand, de 2 mois, sorti d'un refuge, la veille de Noël, ce n'est pas une décision que l'on prend normalement entre 2 balayages de couloir. C'est un choix que d'autres feraient après des réunions familiales, des calculs budgétaires, des heures de discussion. Pas moi, pas comme ça. Et pourtant, mes pieds ont suivi une logique que mon esprit refusait encore d'admettre. En poussant les portes vitrées du refuge, l'air chaud et légèrement saturé de produits ménagers m'a enveloppé. L'endroit était plus calme qu'à mon arrivée la veille. Pas de groupe scolaire,
Pas de famille en file d'attente. Seulement 2 employés vêtus de blouses décorées de motifs de reine, effectuant leurs tâches du matin avec la précision résignée de ceux qui travaillent les jours où le reste du monde fait la fête. L'une d'elles a disparu dans un couloir et est revenue quelques instants plus tard, tenant le chiot au bout d'une mince laisse rouge. Hors de son enclos, il paraissait encore plus fragile. Tout en pattes trop longues, côtes visibles sous un pelage sombre et brillant, corps qui tremblait légèrement, non pas du froid, mais de cette incertitude propre aux chiens qui ont trop souvent vu des portes se refermer sur eux. Les autres chiens, excités par le mouvement, recommencèrent à aboyer, leur voix résonnant contre les parois du refuge. Le chiot, lui, jetait constamment des regards en arrière plutôt que vers l'extérieur, comme s'il cherchait un manque, comme s'il comptait quelqu'un et qu'il manquait un chiffre. Nous avons commencé à avancer vers le hall d'entrée. Au début, il suivait, hésitant, oreilles aplaties, tête basse, mais à mi-chemin du couloir, il s'est soudain figé. Ses pattes ont patiné sur le sol, puis il s'est ancré au béton, son petit corps se crispant comme si on tentait de le tirer hors d'un endroit où son cœur refusait de céder. J'ai relâché la tension de la laisse, me suis accroupi à ses côtés et a murmuré des mots que je ne me souviens même plus avoir choisis. Il n'a pas tourné la tête vers moi, pas non plus vers la lumière du jour qui filtrait par la porte d'entrée. Non, il regardait obstinément le couloir que nous venions de quitter, le chemin qui menait à son enclos, ou plutôt à celui d'à côté. Une employée du refuge observait la scène depuis l'accueil, les bras croisés, le regard mêlant lassitude et tendresse. Il fait ça chaque fois qu'on essaie de le sortir seul, a-t-elle confié d'une voix douce. Comme s'il savait qu'il manque quelqu'un. Je me suis redressé lentement, mes doigts toujours posés sur la laisse, et quelque chose en moi a cédé, comme si une vérité que j'évitais depuis des jours avait enfin décidé de se frayer un chemin. Ce chiot n'avait pas peur de partir, il avait peur de partir sans lui. « Très bien », ai-je soufflé, « montre-moi ce qui t'inquiète. » Nous avons fait demi-tour, et là, instantanément, son pas s'est accéléré. Non pas une fuite, pas un élan de panique, plutôt l'allure précise de quelqu'un qui sait où il va. Ses petites griffes cliquetaient sur le sol en approchant des rangées de cages de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il atteigne celle qui avait été la sienne. Vide maintenant, porte ouverte, couverture déplacée, gamelle retirée, et juste à côté, dans la cage parallèle, le vieux chien. Étendu, respiration lente, yeux mi-clos, comme un phare fatigué dans la tempête du refuge. Le chiot s'est positionné exactement entre les 2 enclos, sa queue tournée vers son ancienne cage, son visage orienté vers le vieux compagnon, et puis il a ouvert la bouche et un son est de sortie. Un son que je n'avais jamais entendu de lui lorsqu'il était éveillé. Ce n'était pas un jappement, pas un cri, pas même l'un de ces petits gémissements nocturnes. C'était un long, profond, déchirant appel, presque un chant. Un hurlement du genre que seuls les chiens brisés poussent lorsqu'ils essaient d'expliquer quelque chose qu'ils n'ont pas les mots pour dire. Si ce hurlement avait été une phrase, elle aurait été simple. « Il vient avec nous, n'est-ce pas ?» Une employée venue vérifier le niveau d'eau s'est immobilisée en entendant ce son. Son regard s'est posé sur eux deux, puis sur moi. « La nuit où ils ont été déposés ici, » a-t-elle murmuré. Le petit a dormi collé au vieux. Il posait sa tête sur son dos pour le réchauffer. Quand on les a séparés, il a hurlé jusqu'à ce que sa voix casse. Après, il est devenu comme ça, silencieux. Le vieux chien, comme réveillé par le hurlement du chiot, s'est levé avec lenteur. Il a tendu son museau à travers les barreaux jusqu'à toucher le nez du petit d'une douceur presque humaine, comme s'il vérifiait « Tu es là, tu vas bien, je te vois », et c'est dans ce geste que j'ai compris l'ampleur du choix que j'étais en train de faire. Je pouvais sauver le chiot, oui, et beaucoup l'auraient fait sans hésiter. Mais je ne pouvais pas le sauver, lui, en brisant la seule relation qu'il avait réussi à préserver de l'effondrement du monde. Alors, j'ai porté le chiot contre moi. Il s'est blotti comme s'il avait toujours connu ma chaleur, mais son regard continuait de glisser derrière mon épaule vers la cage du vieux chien. Un regard qui murmurait plus doucement encore que son hurlement « Ne me fais pas lui tourner le dos, pas encore, pas moi ». Mes pas m'ont ramené vers le bureau d'accueil comme dans un brouillard. Je tenais un chiot qui tremblait contre mon manteau. Je transportais aussi le poids d'un vieux souvenir que j'aurais préféré laisser dans le passé. Quand j'étais enfant, ma famille avait laissé notre chienne âgée chez des amis, le temps de se réorganiser. Nous avions assuré que nous reviendrions vite. Elle est morte là-bas, sans nous revoir, sans comprendre. Je me suis juré ce jour-là que je ne laisserais jamais un vieux chien finir ainsi.
Pas si je pouvais l'empêcher. Et maintenant, j'étais là, un chiot dans les bras, un vieux chien derrière moi et une décision impossible juste devant. Quand j'ai ouvert la bouche, ma voix est sortie plus rauque que prévu. Et si on essayait quelque chose d'autre ? L'employé m'a dévisagé puis a regardé le chiot agrippé à mon manteau. « Mettez-les sur le même dossier », ai-je dit avant que mon courage ne fonde. Je ne pars pas d'ici avec la moitié d'une famille. Le silence autour du comptoir a duré quelques secondes. Les employés se sont échangés un regard, surpris mais pas moqueur, plutôt ému. Puis sont venues les explications, les avertissements, les risques. Petit appartement, chiot énergique, chien âgé avec des besoins médicaux, budget, bruit, engagement, tout ce qu'un adulte responsable devrait considérer. Je les ai écoutés, vraiment. Mais sous leurs mots raisonnables, je n'entendais qu'un son, celui du hurlement du chiot, encore suspendu dans l'air frais du couloir. Finalement, une solution a émergé. Adoption totale pour le chiot, accueil médical pour le vieux, avec possibilité de l'adopter définitivement si cela fonctionnait. Une manière administrative de mettre sur papier une décision déjà prise par mon cœur. Les signatures se sont enchaînées, et quand nous sommes retournés vers les cages, le chiot n'était plus seulement silencieux. Il vibrait, il trottinait presque sur place à l'idée de revoir le vieux chien. Et lorsque la porte s'est ouverte pour libérer ce dernier, le chiot a laissé éclater son tout premier aboiement franc, vif, clair. Un feu d'artifice lancé dans un ciel qui avait jusque-là refusé de s'illuminer. Ils ont quitté l'allée ensemble. Le vieux chien appuyé contre ma jambe, le chiot tournant en petits cercles autour de lui, pour s'assurer qu'il suivait bien, qu'il tenait debout, qu'il faisait réellement partie de cette fuite miraculeuse. Sur le siège arrière de la voiture, ils se sont écroulés l'un contre l'autre. Un puzzle reconstitué. Le museau du chiot posé sur la patte du vieux, le souffle du vieux enveloppant la tête du petit. Comme si l'un avait toujours été destiné à guider l'autre hors des ombres. « Si tu veux ton vœu de Noël, petit », ai-je murmuré, « alors il te faut un nom. » Ses oreilles ont frémi au mot « vœu ». « Très bien, tu t'appelleras Wish. » Et le vieux chien, celui qui avait servi de phare dans la tempête, celui qui avait accueilli toute la détresse du chiot, il méritait un nom qui disait ce qu'il était devenu. Et toi, mon grand, tu seras Arbor, parce que tu es un port, un refuge, un endroit où quelqu'un comme lui peut enfin accoster. Les jours qui ont suivi Noël se sont écoulés dans une sorte de douceur inattendue, comme si l'appartement lui-même avait compris qu'il devait devenir autre chose qu'un simple lieu où l'on dort et où l'on range ses clés. Avant l'arrivée de Wish et Arbor, mon logement résonnait d'un silence trop propre, trop net, celui qui accueille vos pas comme une preuve que vous vivez seul. Mais dès qu'ils sont entrés, tout a changé. Le parquet n'était plus seulement un sol. Il était devenu une carte d'exploration pour un chiot avide de comprendre où s'arrêtait son nouveau monde. Et chaque claquement de ses petites griffes sonnait comme une respiration que l'appartement avait retenue trop longtemps. Wish a d'abord avancé prudemment, reniflant chaque pièce comme si elle pouvait s'évaporer d'un instant à l'autre. Son museau se posait sur les portes, sur les tapis, sur les coins de meubles et même sur des choses qui n'avaient aucune importance. Mais pour lui, tout était digne d'être vérifié. Chaque fois qu'un bruit lointain résonnait, un ascenseur, un voisin qui marchait au-dessus, un bus qui freinait dans la rue, il sursautait puis filait se coller au vieux chien. Arbor, lui, l'observait avec la patience d'un sage qui a déjà tout vu. Une patience dont je ne me serais jamais cru capable, mais qui, chez lui, paraissait couler naturellement. Je me suis mis à prononcer leurs noms dans l'appartement, presque pour les apprivoiser moi-même. Wish, ce petit être hésitant mais obstiné. Arbor, ce vieux roc fatigué mais solide comme une promesse. Le simple son de leur nom semblait remplir l'air d'une chaleur étrange, comme si l'espace reconnaissait enfin les voix censées l'habiter. Le premier défi que Wish a affronté n'était pas un meuble, ni un autre chien, ni même le froid extérieur. C'était l'ascenseur. La porte s'est ouverte devant nous avec son souffle métallique et immédiatement, Wish s'est tendu comme une corde trop raide. Quand les portes se sont refermées derrière nous, il a tenté de reculer, de se faire minuscule, et a finalement caché sa tête contre mon genou, tout son corps tremblant de cette peur pure qui n'a pas besoin de mots pour être comprise. À l'ouverture de l'ascenseur, il a bondi dehors, mais une fois sur le palier, il s'est tourné pour vérifier où était Arbor, comme si le vieux chien possédait la clé invisible permettant de décoder ce monde vertical incompréhensible. Arbor, lui, s'est adapté plus vite que je ne l'aurais cru.
Une fois la chaleur du chauffage imprégnée dans ses os vieillissants, ces tremblements ont commencé à s'atténuer. Il ne tournait plus la tête à chaque bruit de couloir. Il ne scrutait plus la porte d'entrée comme s'il attendait d'être déplacé à nouveau. Pour la première fois, il dormait profondément, la tête posée sur ses pattes, un œil à demi ouvert uniquement pour s'assurer que Wish, fidèle à lui-même, ne grimpait pas dans un endroit trop élevé. La nuit, Wish avait la mauvaise habitude de grimper dans le lit de Harbor, un vieux coussin déformé que j'avais d'abord posé près du radiateur. Il s'y installait sans gêne, roulé en boule dans l'espace minuscule, comme s'il ne réalisait pas que le coussin n'était clairement pas conçu pour deux. Harbor soufflait un peu, réajustait sa position, laissait échapper un long soupir et finissait par céder, comme un grand-père indulgent qui accepte qu'un enfant s'endorme contre lui. Même lorsqu'il somnolait, sa patte dépassait toujours légèrement, juste assez pour que Wish y pose la tête comme un oreiller improvisé. Un soir, alors que la ville dehors scintillait encore de décorations qui commençaient à perdre de leur éclat, j'ai ressorti d'un placard une petite décoration de Noël que je n'avais pas touchée depuis des années. Un minuscule sapin artificiel, bancal, mais encore capable d'apporter un éclat timide à une pièce. Je l'ai placé près de la fenêtre et ai déposé dessous quelques jouets trouvés en promotion. Une peluche en forme de reine, une corde un peu trop longue pour le salon, un petit os en caoutchouc, des cadeaux modestes mais symboliques. Je voulais que la pièce ressemble à ce qu'elle était devenue, un lieu où deux chiens, et moi avec eux, apprenions à respirer autrement. En les regardant dormir côte à côte, j'ai murmuré à voix basse, presque sans m'en rendre compte, je croyais sauver un chiot pour Noël. Mais c'est lui qui a refusé que je ne sauve qu'un demi-cœur. Ces mots ont flotté un moment dans l'air, comme une vérité que l'on reconnaît trop tard. Les nuits suivantes ont tissé une nouvelle habitude. Quand le silence s'installait, que la ville s'apaisait enfin, que les bruits de tuyaux dans les murs ne semblaient plus menacer la tranquillité. Je m'asseyais sur le canapé et les observais. Wish dormait souvent allongé en travers du torse de Harbor, comme s'il était né pour occuper cette place. Harbor, lui, respirait lentement, apaisé, comme s'il savait que sa présence résistait à quelque chose de plus puissant que la solitude. La certitude qu'il avait encore une utilité, un rôle, une dernière mission. Et parfois, dans une de ces scènes qui ne durent que quelques secondes mais restent gravées dans la mémoire, Wish se réveillait d'un rêve. Il relevait la tête, regardait Harbor, puis moi, comme s'il vérifiait que tout n'était pas un mirage. Puis il se recouchait, collant son flanc contre celui du vieux chien. Harbor ajustait sa respiration au rythme du chiot, comme si chacun empruntait un peu de vie à l'autre, une alchimie silencieuse mais puissante. C'est dans ces instants-là que j'ai commencé à comprendre qu'adopter Wish n'était pas seulement une impulsion née d'un hurlement qui m'avait transpercé. Ce n'était même pas une réparation d'un vieux souvenir douloureux. C'était quelque chose de plus profond, une sorte d'échange. Je leur avais offert un toit, certes, mais Wish m'offrait son courage. Harbor, lui, m'offrait sa sagesse. Et ensemble, ils comblaient une partie de mon appartement et de moi-même que je n'avais jamais remarqué vide. Wish grandissait vite. En quelques jours, ses pas devinrent plus assurés. Ses oreilles, autrefois toujours baissées, se redressaient quand je l'appelais. Il apprenait, maladroitement, mais avec une détermination touchante, que ce nouveau foyer était un endroit stable, où la peur ne dictait plus chaque geste. Pourtant, même lorsqu'il explorait le salon, attaquait un jouet, ou tentait d'attraper la lumière du soleil sur le mur, il revenait toujours vers Harbor, comme si l'ancien chien était son ancre, son centre de gravité, la certitude que personne ne l'obligerait à recommencer à zéro. Je réalisais alors quelque chose que je n'avais pas anticipé. Wish n'était pas seulement un chiot en quête d'un foyer. Il était un chiot en quête d'une continuité. Il voulait un monde où pour la première fois, on ne lui arracherait rien. Et au fond, je commençais à désirer la même chose. Les jours passaient, rythmés par les tasses de café, les promenades brèves dans l'air glacé, les siestes improvisées des deux chiens et cette nouvelle façon de vivre qui me ressemblait plus que je n'ose l'avouer. Chaque matin, la première chose que je voyais était la tête de Wish posée sur l'épaule de Harbor et chaque soir, la dernière chose que j'entendais était leur respiration synchronisée, presque musicale. Je pensais avoir compris leur histoire, leurs liens, leur dynamique. Je me trompais. Ce n'était que le prologue. Au fil des jours, Wish et Harbor ont commencé à prendre possession de l'appartement comme s'ils avaient toujours vécu là, chacun apportant une énergie différente, presque complémentaire. Wish avançait avec l'impatience joyeuse de ceux qui découvrent le monde pour la première fois. Harbor, lui, se déplaçait avec une lenteur assumée, mais chaque pas qu'il faisait semblait dire «
Je suis encore là, je peux encore être utile. Leur duo transformait peu à peu mon espace et quelque chose en moi s'adaptait sans résistance à cette nouvelle équation. Les promenades furent un apprentissage en elles-mêmes. Wish tirait parfois sur la laisse, le museau rempli d'odeurs nouvelles, fasciné par chaque trace laissée dans la neige par d'autres chiens ou par les passants pressés. Arbor marchait tranquillement, son rythme dicté par ses articulations fatiguées, mais son regard restait vigilant, comme s'il surveillait le monde qui entourait Wish, déterminé à rester le rempart qu'il avait été jusque-là. Au coin de la rue, une femme âgée qui promenait son cocker roux m'a adressé un sourire étonné en voyant le contraste entre les deux. « On dirait un vieux professeur et son élève trop enthousiaste », m'a-t-elle lancé. Elle ne croyait pas si bien dire. À l'intérieur, Wish continuait à apprendre ce que signifiait vivre dans un foyer. La première fois qu'il a vu son reflet dans le four, il s'est mis à grogner faiblement, le dos arqué, comme s'il se trouvait face à un rival invisible. Quand j'ai posé un tapis plus doux près du canapé, il l'a d'abord observé comme s'il s'agissait d'un piège, puis a fini par s'y allonger avec la prudence d'un animal qui teste un territoire encore inconnu. Arbor, lui, avait adopté sa place près du radiateur, son endroit favori, là où la chaleur montait lentement et caressait son corps usé. C'est un soir, alors que la lumière du soleil déclinait derrière les immeubles, que j'ai remarqué pour la première fois un détail qui allait tout changer. Wish jouait avec une corde effilochée en faisant de petits bonds maladroits. Arbor l'observait comme toujours, mais une ombre nouvelle passait parfois dans son regard. Une fatigue différente, plus lourde, plus profonde. Il inspirait un peu plus difficilement. Et lorsque Wish bondissait trop près de lui, Arbor se contentait de repousser doucement le chiot du museau, non pas agacé, mais comme s'il tentait discrètement de dissimuler un inconfort. À ce moment-là, je me suis rappelé ce que l'employé m'avait dit dès le début. On essaie de rendre ces derniers jours plus faciles. Dernier, ce mot que j'avais volontairement évité, repoussé, ignoré. Un mot trop lourd pour un animal qui venait à peine de découvrir ce que signifiait être en sécurité. Wish, lui, ne voyait rien de tout ça. Ou peut-être voyait-il trop bien justement, car son comportement changea progressivement. Il dormait plus près de Arbor, parfois même sur lui, comme s'il essayait de maintenir son corps à la bonne température. Lors des promenades, il cessait parfois de tirer pour marcher au rythme du vieux chien. Et lorsqu'Arbor s'arrêtait, Wish l'attendait, tournant la tête en sa direction comme un enfant qui vérifie que son grand-père suit toujours. Un soir, après avoir rangé quelques affaires, je suis sorti de la salle de bain pour les trouver tous les deux couchés dans un coin du salon. Wish, comme à son habitude, s'était installé à moitié sur le coussin de Arbor. Mais cette fois, Arbor n'avait pas simplement cédé. Il avait posé sa patte sur le dos du chiot comme un geste ancien. Un geste de protection, un geste qui disait plus clairement que n'importe quel mot « Tant que je suis là, tu ne tomberas pas ». Et à ce moment-là, le souvenir a refait surface. Celui que j'essayais d'oublier, ma vieille chienne, l'attente, l'absence, la culpabilité qui s'était installée comme un hiver interminable. J'ai senti mes doigts se resserrer involontairement, j'ai inspiré longuement. Peut-être que le destin m'avait ramené dans cette histoire, non pas pour sauver Wish, mais pour réparer quelque chose en moi. Peut-être que Arbor était là pour ça aussi. Les jours se succédaient, rythmés par les repas, les sorties dans le froid sec, les siestes partagées. Wish apprenait à rapporter un jouet. Arbor apprenait à apprécier le calme sans être surveillé. Et moi, j'apprenais, sans même m'en rendre compte, à reconstruire une forme de famille que je croyais perdue. Mais tôt ou tard, la réalité demande toujours son dû. Un matin, au moment de partir pour la promenade, Arbor a mis un temps interminable à se lever. Ses pattes tremblaient légèrement. Il tentait de cacher sa douleur comme s'il ne voulait pas inquiéter Wish. Mais le chiot, trop sensible au moindre changement, s'est immédiatement approché, poussant doucement son museau sous la mâchoire du vieux chien. Arbor a levé la tête, l'a regardé, puis s'est mis en route avec une lenteur encore plus grande que d'habitude. L'air dehors était glacé, chargé de ces odeurs métalliques propres aux hivers new-yorkais. Wish avançait d'un pas léger, mais se retournait sans cesse pour vérifier la distance avec Arbor. Et lorsque le vieux chien s'est arrêté une nouvelle fois, Wish est venu poser sa tête contre sa poitrine, silencieux, comme s'il essayait de lui insuffler un peu de sa propre énergie. Ce jour-là, j'ai compris que leur lien n'était pas seulement fort, il était vital. Wish n'apprenait pas seulement à vivre, il apprenait à aimer. Et Arbor n'accompagnait pas seulement un chiot, il lui apprenait ce que signifie tenir bon. Ce soir-là, alors que je regardais la ville s'illuminer à travers la fenêtre,
je me suis retrouvé face à une évidence. Les histoires que l'on sauve ne sont jamais celles qu'on croit. Wish avait refusé de quitter le refuge sans Harbor, et maintenant, c'était moi qui refusais d'imaginer un avenir où l'un d'eux manquerait. Et pourtant, une question commençait doucement à s'imposer, aussi difficile que nécessaire. Combien de temps nous restait-il encore avec Harbor? Les questions auxquelles on ne veut pas répondre sont souvent celles qui finissent par nous suivre partout. Elles se glissent dans les silences, se cachent dans les gestes les plus banals, s'accrochent aux respirations trop courtes. Et dans les jours qui ont suivi, la mienne est revenue encore et encore. Combien de temps reste-t-il à Harbor? Je ne voulais pas me le formuler clairement, mais chaque mouvement du vieux chien murmurait la réponse à demi-mot. Un soir, alors que Wish s'endormait avec la sérénité d'un chiot qui croit que le monde est solide, j'ai regardé Harbor étendu sur son coussin. Sa poitrine montait et descendait avec un rythme un peu trop irrégulier. Ses yeux étaient mi-clos, comme s'il combattait une lassitude contre laquelle il ne voulait pas lutter devant le petit. Et j'ai compris que quelque chose en lui, silencieusement, commençait à céder. Pourtant, chaque matin, Harbor se levait. Pas vite, pas sans effort, mais il se levait. Et Wish, bien sûr, célébrait chacune de ses victoires avec une joie qu'aucun humain n'aurait su offrir. Il lui tournait autour, queue battante, pattes encore maladroites, comme pour l'encourager à recommencer ce miracle quotidien. Harbor, stoïque, acceptait cette énergie comme on accepte une couverture chaude dans un hiver trop long. Le premier vrai signe est venu un après-midi particulièrement froid. Je m'en souviens parce que l'air mordait comme du verre et que même Wish avait hésité avant de mettre le museau dehors. Harbor marchait lentement, ses pattes s'enfonçant légèrement dans la neige tassée. Une fatigue inhabituelle pesait sur ses épaules. Wish, qui d'habitude avançait en zigzag, restait collé à lui. Et quand le vieux chien a eu un bref moment de faiblesse, un vacillement presque imperceptible, Wish s'est immédiatement interposé, son petit corps pressé contre le flanc de Harbor pour l'aider à retrouver son équilibre. Ce geste spontané a eu l'effet d'un poignard doux mais précis. Wish n'apprenait plus seulement à marcher avec Harbor, il apprenait à marcher pour lui. En revenant à l'appartement, je me suis accroupi pour essuyer leurs pattes. Wish tentait de mordiller la serviette comme pour rendre l'instant plus léger. Harbor, lui, patient, me laissait faire. Mais ses yeux semblaient me parler pour la première fois. Pas avec de la peur, pas avec de la douleur, mais avec une forme d'acceptation tranquille, presque sage. Comme s'il voulait me dire « Je tiens encore debout pour lui, et pour toi, mais je ne serai pas là éternellement ». Cette nuit-là, j'ai longtemps tourné dans l'appartement sans réussir à trouver le sommeil. Wish dormait profondément, enfoui contre Harbor, son museau posé sur la patte du vieux chien. Leurs souffles se mêlaient, presque synchronisés. Le chiot, dans sa confiance absolue, semblait certain que rien ne changerait jamais tant qu'ils étaient liés. Harbor, lui, acceptait cette croyance comme un cadeau. Tant que Wish dormait avec cette foi, il se battait pour la préserver. Le lendemain matin, j'ai fixé un rendez-vous chez un vétérinaire du quartier, le docteur Harlan, une clinique simple mais réputée pour sa douceur avec les animaux âgés. Wish, excité par la nouveauté, ne tenait pas en place. Harbor, lui, avançait calmement comme s'il savait où on l'emmenait, comme s'il avait déjà vécu ce genre de visite trop souvent pour être effrayé. La salle d'attente était silencieuse, éclairée par de grandes fenêtres qui laissaient entrer une lumière blafarde. Une assistante a caressé doucement le dos de la tête de Harbor en remarquant son âge avancé. Wish, lui, scrutait chaque bruit, chaque mouvement, comme prêt à intervenir s'il le fallait. Lorsque le vétérinaire est entré, Harbor s'est redressé avec une dignité touchante. Wish a planté ses pattes avant sur mes chaussures, comme pour surveiller la scène. L'auscultation a duré de longues minutes, trop longues. Le stéthoscope a glissé sur la cage thoracique du vieux chien. Le docteur Harlan a vérifié ses articulations, observé ses yeux, écouté sa respiration, et plus les secondes passaient, plus ma gorge se serrait. Wish, lui, n'avait pas besoin qu'on lui explique. Dès que le vétérinaire fronça légèrement les sourcils, le chiot se rapprocha encore de Harbor. Finalement, le médecin s'est assis face à moi. Sa voix était douce, mais chaque mot portait un poids précis. Il est très fatigué, ses articulations sont usées et son cœur est faible. Pas en danger immédiat, mais il faudra être attentif, lui offrir du confort, de la chaleur et du temps de qualité. Du temps de qualité, une expression qu'on utilise pour rendre plus tendre une vérité impossible à avaler.
Wish a posé sa tête contre la patte de Harbor comme pour absorber la nouvelle avant moi. En sortant de la clinique, j'avais l'impression que l'air était devenu plus lourd. Wish marchait tout près de Harbor, le surveillant sans arrêt. Et Harbor, humble, avançait lentement mais sûrement, acceptant la protection du chiot comme une évidence. À l'appartement, Wish n'a pas quitté Harbor de la journée. Il s'assurait qu'il boive, qu'il mange, qu'il se repose, et ce soir-là, lorsque Harbor a eu un moment de faiblesse en se levant, Wish a glissé instinctivement son corps sous l'épaule du vieux chien pour le soutenir. Un geste si naturel qu'il semblait répéter depuis une vie entière. C'est alors que j'ai compris la seconde vérité de leur histoire. Wish ne s'accrochait pas à Harbor parce qu'il avait peur d'être seul. Il s'accrochait à lui parce qu'il avait déjà été brisé et qu'il savait reconnaître la fragilité chez quelqu'un d'autre. Harbor, lui, puisait dans cette affection une force que je ne soupçonnais pas. Le vieux chien se battait non pas pour lui, mais pour le chiot, pour rester assez longtemps pour lui enseigner tout ce qu'un cœur loyal doit transmettre avant de partir. Les jours suivants furent étranges, doux, lourds, précieux. Chaque geste prenait un sens différent. Une promenade plus lente, une sieste plus longue, un repas partagé. Wish suivait Harbor partout, comme une petite ombre lumineuse veillant sur une grande ombre fatiguée. Et moi, j'observais conscient que quelque chose d'inévitable approchait, mais déterminé à repousser cette échéance autant que possible. Car une certitude se formait, solide, lumineuse, inébranlable. Le vieux chien n'avait pas été abandonné pour mourir seul dans un chenil. Il avait été abandonné pour être aimé une dernière fois. Et c'était Wish et moi qui avions été choisis pour ça. Les jours qui ont suivi la visite chez le vétérinaire ont pris une dimension différente, presque suspendue. Il y avait un avant, où j'observais Harbor comme un vieux chien fatigué mais stable, et un après, où chaque respiration, chaque pause, chaque frémissement de sa patte devenait une information à interpréter. Wish, quant à lui, semblait avoir compris cette nouvelle fragilité avant même que le docteur Harlan ne prononce un seul mot. Les chiots ont parfois une façon inexplicable de percevoir ce que nous nous efforçons de masquer. Et Wish, lui, percevait tout. Harbor dormait davantage, pas d'un sommeil inquiet, comme au refuge, mais d'un repos profond, alourdi par la fatigue des années. Wish se couchait systématiquement contre lui, parfois même sur lui, comme pour empêcher le monde de l'atteindre. Il reposait son museau sur le torse de Harbor, attentif aux moindres mouvements, aux moindres changements dans ses respirations. Et moi, j'observais ce duo improbable, conscient qu'aucun humain n'aurait su offrir à Harbor ce que Wish lui donnait sans même y penser. Un sens à son dernier combat. Un matin, Wish s'est réveillé avant Harbor. C'était rare. Le chiot a secoué sa petite tête, a fait 2 pas hésitants, puis s'est tourné brusquement, surpris que le vieux chien ne le suive pas immédiatement. Il s'est approché du coussin, a donné un petit coup de museau, puis un autre, un peu plus doux, comme pour dire « Allez, lève-toi, on commence la journée ». Harbor a ouvert les yeux, lentement. Il a mis du temps à redresser sa tête. Mais lorsque ses yeux ont rencontré ceux de Wish, il y a eu quelque chose, une étincelle, un reste d'énergie, la volonté d'essayer encore une fois. Il s'est levé, avec difficulté, mais il s'est levé. Wish, heureux de cette victoire, a tournoyé autour de lui, avant d'aller chercher maladroitement la laisse posée près de la porte, comme pour le pousser à profiter d'une promenade, même courte. Lors de nos sorties, Wish adaptait spontanément son rythme. Le petit chien, pourtant débordant d'énergie, marchait à la vitesse d'un chien âgé. Quand Harbor s'arrêtait, il s'arrêtait aussi. Quand Harbor reprenait son souffle, Wish restait planté à côté, fixant le trottoir comme s'il attendait un signal invisible. Et parfois, un passant s'attardait sur la scène, souriant devant ce duo improbable. Un chiot noir, brillant, plein d'espoir, marchant en harmonie avec un vieux chien à la démarche hésitante. Certains prenaient même des photos discrètement, pensant sans doute qu'ils venaient d'assister à une parenthèse de tendresse rare dans les rues pressées de Brooklyn. Mais derrière cette douceur se cachait quelque chose de plus lourd, une tension invisible. Harbor, certains jours, semblait aller mieux, retrouvant presque une petite étincelle de jeunesse. Il me regardait avec ses yeux profonds, qui semblent comprendre plus qu'ils ne disent. Mais d'autres jours, il me suivait à peine du regard, son souffle un peu plus court, son pas un peu plus lourd. Wish le sentait avant moi. Son comportement changeait instantanément. Il devenait plus calme, plus posé, parfois même trop sérieux pour un chiot de cet âge.
Il restait collé à Arbor comme un protecteur miniature, refusant de s'amuser tant que la respiration du vieux chien ne retrouvait pas un rythme acceptable. Un soir, en rangeant quelques affaires, j'ai trouvé Wish assis à côté de Arbor, immobile, le regard fixé sur le museau du vieux chien, comme s'il surveillait chaque souffle. J'ai approché ma main de la tête du chiot, mais il n'a pas bougé. Il semblait en mission, concentré, déterminé à ne pas laisser Arbor affronter la nuit seul. Je me suis assis près d'eux, la lumière tamisée du salon glissant doucement sur leur pelage. Arbor a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'oublierai jamais. Une expression calme, douce, presque reconnaissante, comme s'il voulait me dire « Merci de nous avoir réunis, merci de ne pas m'avoir laissé là-bas, merci pour lui ». Et c'est ce soir-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Wish n'était pas seulement un chiot qui avait peur d'être abandonné, Arbor n'était pas simplement un vieux chien cherchant un endroit où finir sa vie. Leur lien dépassait tout ce que je pouvais comprendre. Wish était devenu les pattes que Arbor n'avait plus la force d'être. Arbor, lui, était devenu le cœur du chiot, celui qui l'empêchait de retomber dans la peur du refuge. Ils se complétaient au-delà du raisonnable, comme deux morceaux d'une histoire qui n'aurait jamais dû être séparés. Les jours ont continué ainsi, rythmés par l'inquiétude mêlée à de petits miracles quotidiens. Wish rapportait parfois un jouet et le déposait devant Arbor, comme s'il l'invitait à jouer avec lui. Arbor ne jouait pas, bien sûr, mais il posait doucement sa patte dessus, ce qui suffisait au chiot pour être comblé. Pendant les repas, Wish attendait qu'Arbor commence à manger avant de toucher à sa propre gamelle. Une sorte de rituel silencieux, comme si l'ordre des choses devait être respecté pour que tout tienne encore un peu. Je ne savais pas combien de temps cette harmonie fragile tiendrait. Je ne savais pas si les jours suivants seraient plus durs que les précédents, mais ce que je savais, en revanche, c'est que chaque instant avait un poids particulier, un poids qu'on ne ressent que lorsqu'on comprend que le temps est compté. Un soir, alors que je regardais Wish et Arbor dormir côte à côte, la tête du chiot posée sur le flanc du vieux chien, j'ai réalisé qu'une autre vérité émergeait en silence. Wish n'était plus seulement en train d'apprendre à aimer. Il était en train d'apprendre à dire au revoir. Et Arbor faisait tout ce qu'il pouvait pour lui enseigner cette leçon sans douleur, doucement, patiemment, comme si la vie lui avait confié une dernière mission. Préparer quelqu'un d'autre à continuer là où lui s'arrêterait. Je ne l'ai pas su ce soir-là, pas encore, mais nous approchions du moment où cette douce parenthèse, ce miracle d'hiver, allait être mise à l'épreuve, car une histoire de cœur comme celle-ci n'échappe jamais totalement au chagrin. Et le nôtre approchait, lentement, comme un hiver qui refuse de se terminer. L'hiver avançait, et avec lui cette sensation étrange que le temps se contractait autour de nous. Chaque matin ressemblait à un fragile sursis, comme si Arbor s'accordait une poignée d'heures supplémentaires simplement parce que Wish l'attendait près de la porte, impatient de commencer une nouvelle journée. Le vieux chien tenait bon, encore et encore, mais je voyais bien que son corps luttait avec une dignité presque douloureuse à regarder. Un matin, alors que la lumière blafarde filtrait à travers les rideaux, Wish s'est approché de Arbor avec son petit jouet préféré, une corde usée qu'il avait traîné partout pendant des jours. Il l'a déposé délicatement devant le vieux chien, comme s'il voulait l'encourager à jouer. Arbor a levé les yeux, a posé sa patte dessus et Wish a remué la queue avec un enthousiasme discret, comme si ce simple geste confirmait que tout allait bien. Mais lorsque Arbor a retiré sa patte, j'ai vu la lenteur du mouvement. Une lenteur nouvelle, une lenteur qui disait « je tente encore, mais c'est difficile ». Ce jour-là, j'ai compris que quelque chose approchait, une transition silencieuse, presque imperceptible, mais inévitable. Pourtant, malgré cette fatigue croissante, Arbor trouvait encore la force de se lever chaque fois que Wish l'appelait. Il avançait jusqu'à la cuisine pour boire, se couchait près de moi lorsque je travaillais à mon bureau, posait parfois son museau contre ma jambe comme pour vérifier que j'étais bien là. Il ne cherchait pas seulement la chaleur ou le réconfort, il cherchait la continuité, le fil ténu qui reliait encore son monde à celui de Wish et au mien. Un soir, après une promenade particulièrement lente, Wish s'est arrêté dans le hall de l'immeuble. Il avait ses pattes posées contre la porte et regardait Arbor avec une intensité inhabituelle. Le vieux chien peinait à finir les derniers mètres. Il inspirait profondément, comme si chaque souffle nécessitait un effort calculé. Wish s'est précipité vers lui, posant son petit corps contre le sien, comme pour l'aider à franchir ces quelques centimètres restants. Et lorsque Arbor a finalement mis une patte à l'intérieur, Wish a laissé échapper un minuscule gémissement de soulagement.
Un son simple, mais chargé d'une émotion sincère, comme si pour lui, rentrer ensemble était une victoire en soi. Ce soir-là, après les avoir installés dans leur coin favori du salon, j'ai ressenti un besoin pressant de rester réveillé un peu plus longtemps, comme si le sommeil risquait de me voler quelque chose. Je me suis assis près d'eux et les ai observés. Wish dormait profondément, le museau collé au flanc de Harbor, tandis que le vieux chien semblait veiller sur le chiot, son regard dérivant parfois en ma direction. Une connexion silencieuse s'est installée, plus éloquente que n'importe quelle parole. J'ai eu le sentiment qu'il me confiait quelque chose, ou peut-être qu'il s'assurait que je saurais prendre le relais. Le lendemain, j'ai tenté de rendre leur journée plus douce. Wish a reçu un nouveau jouet en forme d'os qu'il a secoué dans tous les sens avant de l'offrir à Harbor. Le vieux chien n'a pas joué, mais il a posé son museau dessus un instant, ce qui a suffi pour rendre Wish heureux. Puis ils se sont couchés ensemble, Harbor respirant lentement, Wish le surveillant comme un petit gardien. À la fin de l'après-midi, quelque chose s'est produit. Rien de spectaculaire, rien de dramatique, juste un détail minuscule, mais qui a planté une écharpe dans mon cœur. Harbor s'est levé pour changer de position, a avancé de quelques centimètres, puis s'est arrêté. Il a regardé Wish, puis moi, comme s'il voulait être sûr que nous étions là. Puis il a posé sa tête sur le sol avec un soupir profondément fatigué. Ce soupir-là, je ne l'avais jamais entendu. Il y avait dans ce souffle non pas de la douleur, mais une sorte d'acceptation tranquille. Un abandon doux, presque tendre, comme si Harbor commençait à dire adieu à certaines batailles, à certains élans de jeunesse qu'il n'avait plus la force de jouer. Wish l'a immédiatement remarqué. Il s'est approché, a posé sa tête contre la sienne et a fermé les yeux. Le chiot ne dormait pas. Il veillait. Il offrait ce qu'il avait, sa chaleur, sa présence, son amour absolu, celui-là même qui ne demande aucune explication. Je me suis assis au sol à côté d'eux, incapable de détacher mon regard. Une idée terrible s'est imposée à moi. Il fallait préparer Wish. Le chiot qui avait refusé de quitter le refuge sans Harbor allait devoir affronter le vide que seule une perte peut créer. Mais comment explique-t-on l'inexplicable à un animal qui aime sans condition, sans nuance, sans filtre? La réponse est simple. On ne peut pas. Mais on peut l'accompagner. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Harbor avait de petites fluctuations d'énergie. Certains matins, il semblait aller presque mieux. Il marchait quelques pas de plus, levait la tête un peu plus haut, observait le monde avec un regain d'intérêt. Wish, fou de joie, courait dans tous les sens comme pour célébrer un miracle. Il revenait ensuite vers Harbor, posant son museau sur son épaule, comme pour lui dire « Tu vois, on y arrive, ensemble ». Mais ces moments de vitalité étaient souvent suivis de longues périodes de repos. Harbor dormait de plus en plus, parfois profondément, parfois légèrement, comme s'il voulait rester conscient de Wish juste assez longtemps pour ne pas l'inquiéter. Il ne mangeait plus autant qu'avant, buait moins, levait la tête avec plus de difficulté. Un soir, alors que je rangeais la cuisine, j'ai entendu un petit bruit, un frottement discret. Je me suis retourné pour découvrir que Wish avait poussé son propre coussin juste à côté du couchage de Harbor. Pas dessus, pas collé contre lui, juste à côté, comme s'il comprenait qu'il devait respecter un espace sans jamais vraiment s'en éloigner. Lorsque Harbor a ouvert les yeux, il a observé le chiot un long moment. Puis il s'est appuyé contre lui, lentement, avec une douceur presque humaine. Wish remua la queue, juste une fois, silencieusement, comme si cet instant lui suffisait pour comprendre que tout allait bien, au moins pour ce soir. Je me suis assis avec eux, le cœur serré, mais étrangement apaisé. Je savais ce qui approchait, je le sentais dans l'air, dans la douceur des gestes de Harbor, dans l'attention redoublée de Wish. Une fin, une transition, un passage. Mais je savais aussi quelque chose de plus lumineux. Le vieux chien n'allait pas partir seul. Il avait eu Wish. Il avait eu moi. Et parfois, dans ce monde trop abrupt, c'est exactement ce qu'il faut pour partir en paix. Les jours qui suivirent eurent cette texture étrange que prennent les moments où l'on sait que quelque chose approche sans savoir quand exactement. Comme une lumière qui s'adoucit sans s'éteindre, un calme trop profond pour ne pas cacher une transition. Harbor vivait chaque journée à petits pas mais sans jamais renoncer. Il se levait, il mangeait un peu, il buvait quelques gorgées, il se couchait près de Wish. Et chaque fois qu'il se rallongeait, son corps semblait un peu plus lourd, son souffle un peu plus lent, mais son regard resterait le même jusqu'au bout, fidèle, présent, reconnaissant. Wish, lui, ne quittait presque plus Harbor, même ses jeux avaient changé.
Ces éclats de folie typiquement juvéniles laissaient place à des élans plus doux. Il jouait, oui, mais toujours en gardant un œil sur le vieux chien. Parfois, il ramenait un jouet près de son museau. Pas pour lui demander de jouer, juste pour partager. Comme on partage une histoire, un objet précieux, un sourire. Puis il se couchait à ses côtés comme une petite veilleuse vivante, un phare qui refusait de laisser l'obscurité avancer trop vite. Un soir, alors que le vent d'hiver sifflait à travers les fenêtres anciennes, j'ai remarqué que Arbor avait du mal à se tourner sur son coussin. Pas de douleur apparente, mais une gêne, une lourdeur. Je me suis approché et me suis agenouillé à côté de lui. Wish m'a regardé, inquiet, puis a glissé sa tête sous la mâchoire du vieux chien, comme pour l'aider à s'orienter. Arbor a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts vers moi. Et dans ce regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais encore jamais lu aussi clairement. Je tiens encore, mais je suis fatigué. Le lendemain, Arbor refusa presque tout son repas. Wish, perplexe, s'est assis droit devant lui, la tête légèrement penchée. Il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre. Le chiot a tourné autour de lui, poussé doucement l'assiette vers lui, donné 2 coups de museau pour l'encourager. Rien. Alors Wish s'est couché, le museau collé au sol, l'air triste d'un enfant qui sent qu'un jeu touche à sa fin sans savoir pourquoi. Arbor, malgré la fatigue, a posé sa patte sur la tête du chiot. Un geste qui voulait tout dire. « Ce n'est pas ta faute, je suis juste arrivé au bout du chemin. » Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Harlan. Il m'a écouté longuement, sans m'interrompre. Puis il a dit d'une voix calme, presque solennelle, « S'il ne souffre pas, laissez-le entouré de ce qu'il aime. Surveillez-le. Il vous dira quand il sera prêt. » Cette phrase est restée suspendue dans mon esprit bien après avoir raccroché. Lorsque je suis retourné dans le salon, Arbor dormait profondément. Wish était couché contre lui, pas tout à fait collé, mais assez près pour que leur respiration se frôle. Le chiot leva la tête vers moi comme s'il cherchait une explication. Je me suis assis près d'eux et Wish s'est rapproché pour coller sa joue à ma main. Il tremblait légèrement, peut-être de fatigue, peut-être d'inquiétude. Peut-être d'une forme de compréhension instinctive que seuls les animaux sentent avant l'heure. Les heures passèrent, la nuit s'installa, Arbor dormait, Wish se réveillait par intermittence, vérifiant le souffle du vieux chien, posant parfois sa patte sur sa poitrine comme pour s'assurer qu'elle se soulevait encore. Moi, je restais assis là, incapable de quitter cette scène. Le salon était plongé dans une pénombre douce, éclairé seulement par la lumière orange du lampadaire extérieur filtrant à travers les rideaux. Vers 3 heures du matin, Arbor ouvrit les yeux. Pas complètement. Juste assez pour chercher quelque chose. Je me suis approché. Wish aussi. Le vieux chien a regardé d'abord le chiot, puis moi. Son regard n'exprimait ni douleur, ni peur, ni regret. Il exprimait un passage, une transmission, une confiance, une certitude. Comme s'il disait « Tu es là, il est là, c'est assez, je peux me reposer ». Wish s'est collé contre lui, plus doucement que d'habitude. Arbor a tourné très lentement sa tête vers le chiot et leur museau s'est touché. Ce contact dura longtemps. Ou peut-être qu'il n'a duré qu'une seconde. Le temps devient étrange quand on le regarde avec le cœur. Puis Arbor a laissé échapper un long souffle, plus long que les autres. Un souffle qui ressemblait au soupir qu'on pousse lorsqu'on termine une histoire, lorsqu'on ferme un chapitre, lorsqu'on accepte la paix. Son torse s'est détendu. Son regard s'est fixé, sans crainte. Wish a levé la tête, puis s'est rapproché, poussé par cette impossible envie d'empêcher l'inévitable. Il a donné un coup de museau, un autre, puis s'est recouché contre lui. Son petit corps tremblait, comme s'il refusait d'admettre que le monde venait de changer. Je suis resté immobile, incapable de bouger. Arbor n'était plus là. Mais ce qu'il avait été, cela remplissait encore la pièce. Une présence chaude, douce, lente, une dernière leçon offerte sans un mot. Wish n'a pas pleuré, pas comme un humain pleure. Il a simplement posé sa tête contre le flanc immobile du vieux chien, attendant une réaction qui ne venait plus. Lorsqu'il a compris, il s'est recroquevillé, a fermé les yeux et a collé son petit corps contre celui de son compagnon, comme pour garder encore un peu de sa chaleur. Je me suis approché lentement et posé ma main sur le dos du chiot. Il a ouvert les yeux, brillant, perdu, et m'a regardé comme s'il venait de comprendre que son monde avait 2 battements de moins. « Je suis là », ai-je murmuré. Il s'est glissé dans mes bras, tremblant, fragile comme le premier jour où je l'avais vu. Et dans le silence du salon, sous la lumière pâle du matin, une vérité s'est imposée aussi douce que déchirante. Arbor avait tenu sa promesse, jusqu'au bout. Wish n'était pas seul, il ne le serait plus jamais.
Le matin qui suivit le départ de Zarbor eut cette douceur étrange que prennent les jours où l'on apprend à vivre différemment. La ville, dehors, semblait identique. Les mêmes bruits lointains, les mêmes pas pressés, le même souffle d'hiver qui glissait entre les immeubles. Mais dans mon appartement, quelque chose avait changé. Une absence trop grande pour être ignorée, trop silencieuse pour être exprimée. Wish, lui, ne comprenait pas encore tout, mais il ressentait. Les chiens ressentent toujours. Il se réveilla ce matin-là en cherchant d'abord le flanc de Harbor comme il l'avait toujours fait. Lorsqu'il ne trouva que le vide tiède d'un coussin encore marqué par l'empreinte du vieux chien, il resta immobile quelques secondes, le regard perdu. Puis il se tourna vers moi, comme si j'étais maintenant la seule encre qu'il connaissait. Je me suis assis au sol, et il est venu se glisser contre moi, posant sa tête dans ma main, avec une fragilité que je n'avais jamais vue chez lui. Il ne pleurait pas, il ne gémissait pas. Il respirait simplement contre moi, comme s'il essayait de comprendre comment continuer à exister sans celui qui avait été son premier refuge dans un monde trop grand. Les heures suivantes furent lentes. Wish explorait l'appartement avec une prudence nouvelle, comme si chaque pièce avait perdu une partie de sa couleur. Il retournait souvent là où Harbor dormant, posant son museau sur le coussin vide, attendant peut-être une réponse. Parfois, il remontait sur son propre lit et s'allongeait exactement comme il le faisait lorsqu'il imitait la position du vieux chien, comme pour retrouver une sensation familière. Et chaque fois, je sentais ce même pincement dans la poitrine, cette douleur tendre qui accompagne toujours les belles histoires lorsqu'elles atteignent leur fin. Ce soir-là, j'ai décidé de faire quelque chose, pas pour effacer la peine, ni pour la cacher, mais pour lui donner une forme douce, respirable. J'ai déplacé le coussin de Harbor près du petit sapin artificiel que j'avais ressorti quelques jours plus tôt. Une lumière douce éclairait l'endroit, assez pour donner l'impression d'un coin préservé du reste du monde. Wish s'est approché, il s'est assis. Et puis, après un moment d'hésitation, il a posé doucement sa tête sur le coussin vide. Rien de dramatique, rien de théâtral. Juste un geste simple, humble, déchirant de sincérité. Je me suis accroupi à côté de lui et ai murmuré « Tu lui as offert ce qu'il attendait, tu l'as accompagné jusqu'au bout. Il n'était plus seul. » Les chiens ne comprennent pas nos mots comme nous les comprenons, mais ils saisissent nos intentions, nos tonus, nos silences. Wish leva lentement les yeux vers moi, et dans ce regard, je n'ai pas vu de désespoir. J'y ai vu une forme de loyauté profonde, une volonté de continuer, une promesse silencieuse héritée de Harbor lui-même. Les jours suivants, la transformation fut subtile, mais réelle. Wish reprit certains de ses jeux, mais différemment. Parfois, il apportait ses jouets au coin du salon où j'avais laissé une petite photo de Harbor prise quelques jours plus tôt lors d'une promenade ensoleillée, comme s'il voulait lui montrer qu'il n'avait pas oublié. Parfois, il se couchait dans une posture qui imitait celle du vieux chien, comme si une partie de lui vit toujours à travers ce souvenir qu'il ne comprenait pas entièrement, mais qu'il honorait déjà. Et puis, il y eut ce jour où, en rentrant d'une longue balade, Wish s'est mise à courir dans le couloir comme un ouragan en miniature, ses pattes claquant joyeusement sur le parquet, son énergie retrouvée. Il s'est arrêté devant moi, m'a regardé, puis est reparti dans un autre tour improvisé autour du salon, comme s'il retrouvait l'élan de vivre sans trahir celui qu'il avait perdu, comme si Harbor lui avait laissé une part de sa force pour continuer d'avancer. Cette nuit-là, je me suis assis sur le canapé, Wish endormi à mes pieds, sa respiration profonde remplaçant celle du vieux chien. La pièce était calme, juste éclairée par les petits points lumineux du sapin. Et je me suis surpris à parler dans le vide, comme si Harbor était encore là, couché dans son coin favori. « Tu as fait ton travail », ai-je murmuré. « Tu lui as appris comment aimer, tu lui as appris comment se battre, et maintenant, c'est à moi de faire le reste. » Les semaines passèrent, Wish grandit. Son corps, autrefois fragile et tremblant, gagna en force. Sa démarche devint plus assurée. Ses oreilles, toujours un peu trop grandes pour lui, se redressaient maintenant avec fierté. Et pourtant, dans ses gestes, quelque chose de Harbor demeurait. Une douceur dans la façon dont il accueillait les inconnus, une patience rare pour un chiot si jeune. Une forme de sagesse silencieuse, comme si le vieux chien avait laissé en lui une empreinte invisible. Le printemps arriva, et avec lui de nouvelles balades, de nouvelles découvertes, de nouveaux souvenirs à bâtir. Mais il y avait un rituel que Wish n'abandonnait jamais. Chaque soir, avant de venir dormir près de moi, il s'arrêtait devant le coin où reposait toujours le coussin de Harbor. Il posait sa tête dessus quelques secondes, comme une salutation, un hommage, une gratitude,
et puis il venait se coucher à mes côtés, prêt pour une nouvelle journée. Aujourd'hui encore, lorsque je regarde ce chiot devenu un jeune chien, solide, confiant, joyeux, je me rappelle la promesse silencieuse que Arbor m'avait faite la dernière nuit. Je me rappelle que Wish n'a jamais été juste un chiot abandonné. Il était un lien, une continuité, un témoin d'une histoire qui avait commencé bien avant moi et qui continuerait bien après. Et je sais quelque chose avec certitude. Arbor n'est jamais vraiment parti. Il est là, dans la façon dont Wish lève la tête quand je prononce son nom, dans la douceur de son regard lorsqu'il croise un chien âgé dans la rue. Dans cette loyauté déterminée, farouche et tendre qui ne s'apprend pas, elle se transmet. Wish avait eu un vœu de Noël. Il ne voulait pas sortir du refuge seul. Aujourd'hui, c'est à lui que je dois avouer quelque chose. Je croyais avoir sauvé 2 chiens cet hiver-là. Mais c'est eux 2 qui m'ont sauvé de quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu. Et maintenant, chaque fois que je raconte leur histoire, je me souviens de ce message que tant de chiens attendent encore derrière des barreaux froids, des portes qui ne s'ouvrent pas assez souvent. Tu n'as pas été oublié, quelqu'un t'entendra, et peut-être que ton seul vœu trouvera enfin son chemin.